Je me présente, je suis interne de Saint-Quentin et auparavant, interne au réveil de Mondor. Donc là, je vais vous présenter un cas qui me charge au réveil de Mondor. Un cas un peu spécial puisque cette patiente devait initialement avoir une révélation médicale, mais faute de place, en fait, elle est hospitalisée. C'est un sujet assez intéressant qui est plutôt axé réanimation médicale, mais plutôt réanimateur pour voir dans. Du coup, on commence, donc c'est une patiente de 75 ans, donc d'origine pakistanaise, avec une grosse barrière de la langue, qui a un diabète de type 2, qui est donc insulino-requérant et qui a donc un traitement par sitagliptine, qui est donc un traitement rénal chronique avec un DFG à 15, dialysé à peu près 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, vendredi, et puis donc elle a une HTA sous quadrithérapie, et parmi ses antécédents, on note aussi une tuberculose pulmonaire qui avait été traitée au Pakistan. Nous, donc, cette patiente, elle arrive initialement aux urgences de Mondor dans le tour de minuit, 1h du matin. Elle est donc admise essentiellement au départ pour un tableau digestif évoluant depuis 3 jours, avec surtout un intervalle de nausées, vomissements, diarrhée. Notez que cette patiente n'avait pas de notion de comptage ou de syndrome infectieux récent, et surtout, en fait, elle n'est pas allée à sa dernière séance de dialyse. Alors, ce qui va se passer au cours de la prise en charge aux urgences, c'est que notre patiente va s'aggraver très rapidement. Vers 4 h du matin, elle va présenter donc une instabilité hémodynamique sans nécessiter de d'amine, mais elle va donc avoir des. Donc dans ce contexte, ils vont réaliser en urgence un scan TAP à la recherche donc soit d'un foyer infectieux profond, soit d'un tableau d'ischémie mésochronique. Le scan TAP s'avéra normal. Ce qui va nous marquer essentiellement donc, au début de la prise en charge aux urgences, c'est qu'on avait donc un gaz du sang assez catastrophique avec un pH à 6,69. Et surtout donc, une réserve de bicard effondrée à 1,9, une PCO2 à 13, des lactates à 23 millimoles, et puis surtout donc, une créatinémie qui a explosé. Le reste du bilan, il est normal, on a une CRP qui est négative, on a un TP effondré, j'insiste là-dessus, avec un facteur 5 à 66%, une croix de cétone à la B1, cétonémie à 6 millimoles, et surtout un bilan hépatique normal. Nous, du coup, elle arrive un peu plus tard donc au réveil, faute de place en réanimation médicale, elle va arriver du coup au réveil de Mondor. Donc nous, pardon, excusez-moi. Elle est prise d'abord essentiellement, elle est prise en charge au SAU. Donc elle va avoir d'abord un remplissage en défilé avec une lingère et un petit peu de remplissage par bicard. Ils vont faire des prélèvements infectieux, une paire d'hémoc et une PCR Covid grippe. Et voilà, comme je disais, donc ils vont appeler la réanimation médicale. Et faute de place, elle va passer chez nous au réveil. Donc chez nous, elle arrive Glasgow 5, hypotherme à 35, ce qui est un peu normal. Elle a un état de choc vasoplégique avec une bradie extrême, donc elle avait donc une tension à 6,3 de mémoire, et puis elle avait une fréquence cardiaque aux alentours de 35. Donc on va tout de suite introduire la noradrénalique jusqu'à 10 mg/h, on va poser le cathé central et artériel. Alors ce qui va nous marquer tout de suite à la pose du cathé, c'est qu'on va avoir une particularité anatomique, c'est qu'on va avoir l'artère et la veine de même diamètre, et puis surtout quand on va tirer le sang du cathé central, il va avoir un aspect de sang rouge artériel. Donc ce qui va tout de suite nous mettre la puce à l'oreille, et on va contrôler du coup ces deux gaz. Elle est intubée du coup en séquence rapide, étau, c'est lourd, sur les procédures habituelles, et puis on va poursuivre le remplissage oryngère, et on va faire cette fois-ci encore une fois du bicard. Elle va recevoir aussi une antibiotique probabiliste par pipette azo 4 ans. Là, je vous montre du coup les deux gaz du sang, donc l'un artériel et l'autre veineux. Donc tout de suite, ce qui va nous choquer, bon, bien sûr, c'est ce pH effondré, c'est ce taux de lactate à 27 millimoles. Ça marche ou pas? Ça marche. Ce taux de lactate à 27 millimoles et cette réserve de bicard effondrée. Et surtout, en fait, en veineux, on a une saturation veineuse autour de 97%. Donc, comme je le disais, quand on a tiré le sang du cathé central, on avait vraiment un aspect de sang rouge, comme si c'était un cathé artériel. Et donc, au vu du tableau clinique, donc une patiente diabétique avec un tableau de choc sur une acidose lactique très importante, avec l'hypothermie, mon senior donc, va tout de suite évoquer un diagnostic en particulier, donc l'intoxication à la metformine. Bien que, depuis le départ, on nous précise non, la patiente ne prend pas de metformine. C'est un peu le visage de ce tableau.
On va bien sûr évoquer aussi le choc septique, c'est pour ça qu'on inclut l'antibiothérapie, et l'acidocétose diabétique, mais bon, ça va être clairement, va clairement démontrer que c'est pas du tout un tableau d'acidocétose. Je vous ai mis aussi à titre informatif donc, tous les tableaux, les différentes causes d'acidose lactique, donc type A, type B. Donc, le diagnostic final, c'est qu'il s'agissait bien d'une intoxication à la metformine. On a donc réalisé un prélèvement de metforminémie qui reviendra positif à J4, puisqu'il faut savoir que les prélèvements de metformine ne se font pas. Il y a très peu d'hôpitaux qui le font sur place, et le labo s'est envoyé systématiquement délocalisé à la Pitié. Donc, on a le résultat qu'à J4. Donc, la patiente va très rapidement s'améliorer avec l'exploration extra-rénale, donc elle va être dialysée. Elle va être extubée à J2 et avec notamment donc une amélioration rapide à la fois de la fonction rénale et du tableau clinique avec une diminution croissante des amines. Et surtout, la bactério, la viro va revenir négative, les hémocnègues, les prélèvements au direct vont revenir négatifs. Donc, pour rappel, donc, la metformine, c'est un antidiabétique oral, qui est une molécule française, donc la molécule de première intention dans le cadre du diabète de vie de type 2, avec une poso journalière entre 1,5 et 2 grammes, répartie en 3 prises par jour. Donc c'est une petite molécule qui a un tout petit poids, qui a une très bonne biodisponibilité entre 40 et 60%. Et donc c'est, pour rappel, donc, la seule molécule qui est dite insulinosensibilisatrice et qui a très peu de risque d'hypoglycémie. Donc c'est une molécule qui est hydrosoluble, avec la particularité c'est qu'elle a un modèle bicompartimental, c'est à la fois sur le secteur plasmatique et à la fois intra-hydrocytaire, très important puisque en fait, ça peut être à l'origine de rebonds post-dialyse intermittente. Elle a donc une concentration plasmatique maximale très rapide après 2 heures de prise, elle a une demi-vie comprise entre 4 et 9 heures, et ça c'est très important, elle est non métabolisée par le foie et donc essentiellement éliminée sous forme inchangée par le rein. Donc les effets secondaires notables pour l'intoxication de la metformine sont toujours les mêmes, c'est souvent donc, un tableau digestif avec des nausées, vomissements, dyspepsie. On rapporte quelques cas exceptionnels de pancréatite, rhabdomélisme, mais bon ça il ne faut pas trop retenir, et surtout donc, des tableaux de toxicité hépatique avec une cytolyse hépatique, une hépatite et un ictère cholestatique. Donc comme disait, l'hypoglycémie est extrêmement rare puisqu'en fait c'est une molécule qui est insulinosensibilisatrice, et bien sûr des cas d'acidose lactique, donc, qui fait l'objet de notre topo aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que la MALA? Donc, c'est une acidose lactique due à la metformine. Donc, selon les critères de la définition sont les sociétés de réanimation. Donc, c'est une acidose lactique. Donc, c'est une acidose métabolique avec des lactates supérieurs à 5 millimoles, avec un pH effondré, inférieur à 7,35, chez un patient qui est traité par metformine. Bien sûr, avec des bicarbonates plasmatiques effondrés. Souvent avec un rapport 3 ionique trou bicarbonate égal à 1. Un tableau du coup d'hyperlactatémie majeure, donc supérieur à 15 millimoles, parfois dépassant les 30 millimoles dans les papiers, et une compensation variable de l'acidose par une hyperventilation, ce qui est assez classique. Du coup, c'est une entité extrêmement rare, qu'on voit surtout en réanimation, avec une incidence entre 3 et 10 pour 100 000 patients année. Donc c'est clairement pas une pathologie qu'on voit fréquemment. Du coup, la présentation de la MALA, ça va être surtout donc, des patients qui vont se présenter aux urgences pour un syndrome douloureux diffus, avec une asthénie, des myalgies, des troubles digestifs, et qui sont évocateurs notamment, c'est une polypnée. Et surtout, c'est des patients chez qui on trouve très fréquemment donc, un état d'agitation avec des troubles de la vigilance très rapides, évoluant sur un mode on-off. C'est des patients qui vont très rapidement se dégrader, ce qui était le cas de notre patient. En fait, entre l'arrivée aux urgences et son passage au réveil, c'est même pas écoulé 4 heures. Et surtout, il présente un tableau d'acidose majeure avec un état de choc très important et une défaillance circulatoire périphérique. Donc, j'insiste là-dessus. La MALA, donc souvent les patients, donc dans 60% des cas, ils vont présenter donc une hypothermie. Ça, c'est assez intéressant puisqu'en fait, je vais l'expliquer après pourquoi. Mais la metformine va être responsable d'une diminution de la thermogénèse. Pourquoi? Par diminution en fait, du turnover d'ATP. Et donc les patients, c'est assez rare dans un tableau d'acidose lactique d'avoir un patient en hypothermie. Donc je vous ai mis en référence donc, les papiers qui en parlent. Donc le terrain est un peu spécifique, c'est souvent un terrain de patients qui vont accumuler de la metformine,
par diminution du coup de l'élimination rénale, souvent dans un contexte d'insuffisance rénale aiguë, avec des facteurs favorisants, donc bien sûr la déshydratation, l'injection de produits de contraste iodé et la prise de médicaments néphrotoxiques. Et c'est une complication du coup fréquente du patient âgé. Donc là, je vous parle du coup d'une méta-analyse de la Cochrane, puisqu'en fait, pour nos confrères endocrinologues, il y a très peu de l'entité en elle-même, la malade n'existe pas trop pour eux. Pour eux, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de surrisque d'acidose lactique chez les patients qui sont traités par la metformine. Donc, ils ont comparé du coup l'incidence entre les patients qui sont donc l'incidence maximale calculée d'acidose lactique chez les patients qui sont traités par metformine versus par ceux qui ne sont pas traités par l'iguanine. Donc ils n'ont pas montré de différence significative. Néanmoins, il y a énormément de case reports, plus d'une centaine sur PubMed, et il y a énormément de cas de patients, donc compter des tableaux de Mala. Et donc on en voit énormément dans le cas d'intoxication aiguë volontaire, et surtout aussi chez les patients avec des comorbidités qui vont prendre de la metformine de façon chronique. Donc souvent avec des pronostics assez sombres. Donc j'insiste là-dessus, c'est que le profil des patients donc, qui s'intoxiquent en aigu est complètement différent des patients qui s'intoxiquent de façon chronique par la metformine. Bien qu'il faut des doses importantes à gérer de metformine, ce n'est pas le facteur essentiel. C'est-à-dire que il y a un papier australien qui regroupait 55 cas pédiatriques d'ingestion accidentelle à la metformine, avec des metforminémies qui étaient très élevées, supérieures à 15 mg par millilitre, sachant que la dose thérapeutique a l'air d'être inférieure à 2 mg par millilitre. Chez ces enfants, il n'y a pas eu de cas observés d'acidose lactique, malgré des doses importantes à gérer. Donc j'insiste là-dessus, la MALA, ça survient. Il faut à la fois soit une intoxication chronique ou aiguë, mais il faut surtout un terrain. Un patient avec des comorbidités, une insuffisance rénale et une insuffisance hépatique majeure. Donc, la conclusion du papier de l'Essedowski, qui est un excellent papier qui parlait notamment de la MALA, donc c'est un papier datant de 2009, c'est un papier français, qui conclut qu'en fait les intoxications volontaires sur terrain sain sont exceptionnelles. Ils sont exceptionnellement mortels, alors que les acidoses lactiques survenant chez les patients atteints d'insuffisance rénale ou hépatique ou victimes d'agression systémique, elle est très, très importante, de l'ordre de 50%. Donc comme je disais, le mécanisme de survenue d'une acidose lactique chez un patient est complexe multifactoriel, et d'autant plus que la malade est évoquée lors d'un tableau d'acidose lactique chez un patient qui est traité par metformine et en cas d'insuffisance rénale profonde. Donc, je vais voir un petit peu la physiologie, comment marche la metformine. Donc en gros, elle rentre via le canal ECT1, donc il y a un canal spécifique pour la metformine, qui va du coup inhiber le complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en inhibant ce complexe 1, donc on va complètement casser le cycle de Krebs, et donc le pool ATP va complètement s'abaisser, donc on a un flux énergétique qui va s'effondrer. Et donc dans le même temps, la cellule hépatique, elle va inhiber du coup la néoglucogénèse, puisque pour faire la néoglucogénèse, il faut de l'énergie. Et dans le même temps, à la réponse à cette agression, ce que va faire la cellule, c'est qu'elle va rentrer sur une glycolyse anaérobie et produire du coup de l'énergie via cette glycolyse et produire notamment du lactate. Voilà. Il y a donc du coup à la lecture des papiers, on remarque que le dose thérapeutique, comme je disais, inférieure à 2 mg par millilitre, le métabolisme du lactate il semble maintenu dans le muscle, le cœur et le foie, et le taux de lactate sanguin il reste à peu près stable. Donc il n'y a pas vraiment, si le patient prend correctement son traitement et si on respecte bien les indications, il n'y a pas de surrisque de faire une acidose lactique chez ces patients. Donc là, je ne vais pas m'attarder tout dessus. En fait, c'était donc une autre voie qui était potentiellement évoquée pour expliquer les acidoses lactiques en intoxication metformine, qui impliquait du coup la voie LKPB1-MPK. En fait, il y a 3 papiers qui ont clairement démontré que la modulation de l'activité de la MPK via la voie LKPB1 n'avait pas franchement d'influence sur la régulation de la glycogénèse et n'était pas forcément impliquée dans les cas d'acidose lactique. Donc là, je vais vous parler d'un papier qui est très important. C'est un papier italien qui avait pour but de prouver la metformine sur la consommation d'oxygène, de prouver que l'influence directe de la metformine sur finalement le métabolisme cellulaire.
Donc je vous ai remis à droite les formules de ce papier. La CaVO2, donc c'est la différence artério-veineuse en O2. Et donc la consommation d'O2, c'était donc le produit entre le débit cardiaque et la différence artério-veineuse. Du coup, donc, ce papier donc, inclut 24 patients, une acidose lactique grave due à la metformine, avec ce qu'ils ont remarqué donc, dans ce papier, c'est que la VO2, donc du coup, la consommation d'oxygène était très significativement diminuée à l'admission et était inversement corrélée à la lactactémie. Et donc l'effet de la metformine sur la VO2 était confirmé par cette étude. Là, je vous ai mis du coup le tableau 2 qui permet un peu de comparer les paramètres, puisque comme ils ont monitoré sur 4 jours les paramètres, donc on peut comparer entre différents jours. Donc on voit qu'à J1, le taux de lactate est très élevé, qui va franchement diminuer au fur et à mesure du temps. La VO2 est complètement effondrée à J1, et va progressivement s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et surtout, ce qui nous interpelle aussi, c'est la saturation veineuse en O2 qui est très élevée à J1 et qui va retrouver des valeurs normales au fur et à mesure du temps, notamment à J4. Et une différentielle artério-veineuse qui est pincée à J1 et qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà. Et ce qu'on remarque encore une fois, c'est cette tendance à l'hypothermie chez ces patients-là, avec une température d'entour de 34-35. Là, je vous ai mis donc du coup une autre figure, donc qui était donc la relation entre la différence artério-veineuse quand on oxygène en fonction des débits cardiaques. Les courbes en pointillés, c'est en fait finalement les courbes normales que devraient avoir des patients en situation physiologique normale. Là, on voit clairement qu'elles sont nettement diminuées et elles retrouvent en fait, les patients vont retrouver donc une relation normale au fur et à mesure du temps, pour finir par se normaliser à J4. Donc la VO2 calculée à partir des mesures de différence artério-veineuse et de l'index cardiaque est donc très significativement diminuée à l'admission et était inversement corrélée à la lactactémie. Du coup, on va aborder cette fois-ci donc les facteurs pronostiques. Concernant du coup la metforminémie, ce n'est pas vraiment un facteur pronostique puisqu'on a beaucoup d'études qui sont assez discordantes. À la fin, dans certains papiers, c'est un facteur de mauvais pronostic et dans d'autres cas, il s'agit d'un facteur protecteur. Donc j'ai cité donc, les deux principaux papiers, donc à la fois celui de Delagio et celui de Laloeras. Et j'insiste là-dessus, donc l'ETP est vraiment le meilleur facteur pronostic, hein, c'est-à-dire qu'un TP inférieur à 50% est un excellent critère prédictif de mortalité, toujours dans le papier de Cedusky qui date en 2009. On voit très bien que le TP donc, a une excellente sensibilité et une excellente spécificité par rapport à tous les autres paramètres, que ce soit le pH, le facteur LODS ou encore les lactates. Bien sûr, il n'y a aucune corrélation entre profondeur de l'acidose et taux de lactate et mortalité. Donc finalement, s'il y a un paramètre à retenir, c'est le TP. Donc là, c'était donc un papier de Fresick. Ouais, donc c'était un papier qui avait pour but de comparer un peu donc un score de sévérité identique, le taux de mortalité. Et on voit que de toutes les causes d'acidose lactique, l'AMALA, c'est donc l'entité qui présente la meilleure survie, donc de l'ordre de 50%, versus les autres causes, donc le post-arrêt cardiaque, le choc septique, le choc cardiogénique, l'ischémie mésentérique. J'ai pris donc un autre papier de Peters, donc c'était donc un papier donc de 2008. En gros, ils avaient inclus pas moins. En fait, ils avaient fait donc une étude rétrospective en prenant pas moins de 160 cas de patients donc, qui avaient été donc intoxiqués à la metformine, soit de façon chronique, soit de façon aiguë. Et parmi ces 160, ils avaient inclus seulement 30 patients qui avaient donc présenté un tableau de Mala. Donc ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est de voir que à facteur biologique équivalent, c'est-à-dire c'est des patients qui avaient quand même des pH assez similaires, un taux de lactate assez similaire, c'est le mode d'entrée en réanimation qui est le plus important sur la survie. On voit que les patients qui avaient un choc septique qui avaient un tableau de choc septique était plus grave, il y avait un taux de survie moins important. Mais du coup, on peut se poser la question d'un potentiel biais sur ce papier, savoir est-ce que finalement ces patients n'étaient pas plus graves.
Du coup, en conclusion, des facteurs de mauvais pronostic, ce qu'il faut retenir, c'est un âge élevé, le tableau clinique, donc un patient qui a des cystédanines, qu'il faut intuber, l'oligoanurique qu'il faut dialyser, et surtout un TP. Bon. Là, c'était un tableau que j'avais trouvé dans le papier de la SRLF, comparant en fait toutes les études, tous les papiers qui avaient parlé notamment de la mala et de leur taux de mortalité. On voit que dans les années 90-2000, donc la mortalité était très importante, de l'ordre de 40-50%, et au fur et à mesure du temps, les patients étaient quand même de mieux en mieux pris en charge, avec un taux de mortalité qui s'abaissait aux alentours de 20-30%. Bon, le traitement, malheureusement, la metformine n'a pas d'antidote. Il faut bien sûr corriger les troubles hydroélectriques et l'acidose métabolique. Bien sûr, la dialyse reste le traitement de référence. Et ne pas hésiter à traiter éventuellement une pathologie intercurrente, c'est-à-dire un choc septique, puisque souvent, c'est souvent, on va dire, le diagnostic différentiel, donc il faut l'avoir en tête. Le traitement donc, reste quand même donc dans un premier temps, on traite du coup le patient par bicarbonate de sodium. Donc, dans les papiers donc, de la RFE, donc la recommandation d'experts, donc les indications, c'est l'acidémie métabolique profonde avec un pH inférieur à 7,20 et une insuffisance rénale aiguë modérée. Les effets indésirables du coup du bicarbonate, ils sont multiples. Souvent, ils ont des troubles électrolytiques, l'hypernatrémie, l'hypocalémie. Ils vont souvent présenter donc un tableau. L'un des effets un peu, c'est pas contradictoire, mais c'est que le bicarbonate va provoquer une acidose cellulaire par stimulation de la production de lactate périphérique. En fait, c'est une acidose cellulaire qui est paradoxale, en fait, qui est due à un défaut d'épuration intracellulaire de CO2 et qui va du coup stimuler la production de lactate périphérique par surcharge en CO2. Donc ça peut être aussi donc, à l'origine d'une altération hémodynamique très passagère et qui va avoir aussi pour effet notable donc, de diminuer aussi la clairance qui va augmenter la demi-vie du lactate. Donc, comme je disais, l'expiration extra-rénale, c'est la technique de référence en cas d'acidose métabolique par intoxication médicamenteuse, et notamment les sociétés d'experts recommandent d'utiliser un tampon bicarbonate pour à la fois provoquer l'acidose tout en limitant la surcharge hydrosodée. De par sa présentation, donc, comme il s'agit d'une toute petite molécule de faible poids et très hydrosoluble, donc c'est une candidate idéale à l'expiration extra-rénale. Voilà. Alors il y a deux méthodes qui puissent être utilisées, donc l'hémofiltration continue et l'hémodialyse intermittente. Les indications du coup à l'expiration extra-rénale qui a été retrouvée notamment dans les papiers, donc c'est à la fois pour un pH inférieur à 7 et un lactate supérieur à 20. Ils recommandent aussi de faire une expiration extra-rénale quand le pH est compris entre 7 et 7,1 et un peu de lactate entre 15 et 20, mais surtout d'initier assez rapidement l'expiration lors d'un état de choc, d'un coma ou d'une insuffisance rénale aiguë ou d'une défaillance hépatique. D'ailleurs, c'est cette dernière qui est retenue par la Société française de réanimation. Elle a une définition un peu plus vague, mais c'est vrai que ça fait plus sens d'utiliser que purement des paramètres. Donc je disais, la clairance, donc la metformine en hémodialyse continue, intermittente, est de l'ordre de 208 minutes et versus 50 minutes en continu. L'avantage, c'est que malgré une clairance inférieure, l'hémofiltration continue, elle a quand même une meilleure tolérance hémodynamique versus l'hémodialyse intermittente. Et surtout qu'en fait, l'hémodialyse intermittente, elle a un risque de rebond post-dialyse. C'est-à-dire qu'en fait, comme la metformine a un modèle bicompartimental à la fois plasmatique et intra-hérocytaire, il y a un risque de rebond. Il y a un papier du coup de Die qui montrait qu'il n'y avait pas de différence significative sur la survie entre ces deux méthodes, à la fois sur l'expiration extra-rénale en façon intermittente ou continue. Donc là j'ai sorti du coup une petite figure sur un papier de Keller
datant de 2008, qui montrait du coup l'évolution des paramètres biologiques. On voit en fait finalement que l'expiration extra-rénale permet assez rapidement de corriger la lactactémie et la métforminémie en l'espace de moins de 24 heures. Et puis après, on remarque qu'il y a souvent un effet plateau, dû notamment à ce modèle compartimental et à cet effet plateau. C'est-à-dire qu'en fait, la dialyse a souvent, elle marche très bien en aigu, mais bon, c'est pas grave, je vais passer. Donc sinon, si on devait retenir la prise en charge de la mala et comment y penser, donc souvent On laisse-le comme ça sinon. Donc, en cas du coup d'acidose lactique, donc si on a un patient qui se présente aux urgences avec un tableau d'acidose lactique sévère, donc bien sûr, il faut, s'il y a besoin, donc introduire des amines. Il ne faut pas hésiter, si on a un doute sur un choc septique, à le traiter par une antibiothérapie large spectre. Ne pas hésiter à utiliser des bicarbonates si on a un pH inférieur à 7,2. Ensuite, dans le raisonnement, si un patient donc, est diabétique 2 connu, il faut regarder si dans ses traitements, le patient a de la metformine, si oui ou non. Regardez s'il y a des facteurs favorisants, notamment une insuffisance rénale aiguë, défaillance viscérale, et surtout éliminer donc l'acidocétose diabétique. Et ensuite, on peut évoquer assez rapidement la mala, notamment sur les lactases, ça c'est très important, avec un pH effondré, une acidose, et un état de choc assez important. Sur le point sur lequel je voulais revenir, c'est que sur notre patient, du coup, il était une prise en charge au réveil. Elle était donc initialement, on n'avait pas du tout abordé donc, la metformine, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais y pensé, que ce soit aux urgences ou même la famille, puisqu'en fait la patiente elle n'avait pas de metformine, mais elle avait pris les traitements de son mari. Donc en fait, c'était un tableau un peu bâtard, puisque les urgentistes n'ont pas pensé tout de suite, mais voilà. Donc j'espère que ce topo vous a été à peu près clair. Je suis désolé, je suis un peu dans les vapes parce que je suis en garde. Je commence un peu à m'embrouiller. Bon voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.